Bonjour à tous et bienvenue sur Passe D, le podcast roman qui te parle de sport. Aujourd'hui, comme pour tous les épisodes, je suis avec Maxime. Maxime, comment vas-tu ? Yes, ça va très bien et toi ? Ça va nickel, très heureux d'être ici pour cette émission. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'invité d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on se retrouve avec Julien Barre, espoir du VTT suisse pour une discussion conviviale. Parfait, t'as tout dit. On se retrouve directement avec l'invité. Julien, bienvenue dans notre émission. Merci. Merci d'être ici avec nous. T'es avec beaucoup d'enthousiasme, tellement d'enthousiasme que tu es venu une semaine avant. Ouais, je me suis trouvé, ouais. Et on est très heureux que tu sois là. De bonjour, donc. On va parler avec toi de VTT. On va parler de l'équipe que tu as fait avec ton frère. Mais j'aimerais commencer par le commencement, finalement. Comment as-tu commencé le VTT et le vélo en général ? Bon, on a commencé, je pense, un peu à l'influence de mon papa. Il a toujours fait ça. Il a aussi pas mal travaillé pour créer la Coupe fribourgeoise, notamment, et un peu les courses dans la région. Et puis, mes deux frères, j'ai un qui a 3 et un qui a 6 ans de plus que moi. Donc, ils ont les deux fait aussi du vélo. Et puis, j'ai un peu suivi le train. Et puis, on a tous fait 2 sports. On a tous fait du vélo et du hockey. Et puis, après, à un moment donné, il fallait choisir entre lequel allait le mieux. J'avais pas mal de facilité dans les deux. Donc, il y avait moyen de pouvoir faire quelque chose dans les deux. Mais le côté individuel du vélo me plaisait plus. Que les performances se reposent que sur moi. Je trouvais plus intéressant que de devoir se reposer sur une équipe. Et puis voilà, c'est pour ça que je suis parti là-dedans un peu. Du coup, quand tu étais petit, les sorties de week-end, c'était le vélo, quoi. Ouais, c'était vélo, ouais. Même avec ma maman aussi. Ok. Et puis encore maintenant, on peut plus rouler ensemble parce que sinon, nous, on s'entraîne pas trop. Enfin, avec mon papa, ça va encore. Mais non, ouais, c'était vélo tout le temps. Ouais. Et vous avez tous choisi de continuer le vélo ou il y en a qui sont allés vers l'uni-hockey ? Non, alors on a tous continué le vélo. Moi, j'ai refait une saison d'uni-hockey il y a 2 ans, là, pendant la saison d'hiver, juste pour le kiff. Mais là, si je veux passer les paliers qu'il faut, je peux pas faire de sport. Donc, t'es un peu obligé de te concentrer sur le vélo. Mais ouais, on a tous fait du vélo. Avec mon frère, le moyen, du coup, avec qui j'ai fait l'équipe. Et puis le grand, il a arrêté assez jeune parce qu'il préférait plutôt sortir le week-end. Et puis, c'est un sport comme tous les sports, mais ça demande beaucoup de sacrifices et tout. Donc, il préférait, lui, prendre la voie un peu de la jeunesse normale, on va dire. Puis, c'est pour ça qu'il a pas continué. Et le VTT en particulier aussi, c'est les frères, la famille. Ouais, en fait, c'est un truc pour les jeunes, en tout cas actuellement, tu vas beaucoup plus facilement sur le VTT que sur le vélo de route. Oui. Parce que le vélo de route, ça paraît un peu paradoxal, vu que le VTT, ça paraît dangereux, mais genre pour ma maman, elle a plus peur que j'aille sur la route que sur le VTT. Okay. Donc c'est vrai que c'est un truc quand t'es jeune aussi, avec le risque des voitures et tout, tous les jeunes commencent un peu par le VTT. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus qui vont quand même sur la route, mais tu commences avec le VTT et moi j'ai gardé ce truc-là. Et puis ma maman n'est pas hyper motivée que je fasse des courses de route non plus, donc ça a aussi aidé le choix du VTT. Mais ouais, vu qu'on a commencé avec le VTT, on a toujours fait ça. Et pour le VTT, dans le choix quand tu es jeune, est-ce qu'il y a aussi peut-être une question de vouloir faire le choix le plus impressionnant ou pas ? Pas le plus impressionnant, je pense que c'est aussi le plus intéressant parce que quand tu as 12-13 ans, ça t'embête d'aller te faire des 4 heures sur une route où tu vois tout le temps la même chose. Ouais. Je pense ça, et puis ouais, c'est hyper cool quoi, de devoir te dépasser pour sauter de cailloux ou des trucs comme ça. Je pense que c'est aussi un truc attirant. Après, ça a été assez naturel. J'ai pas l'impression d'avoir fait le choix une fois. C'était jamais en question que je fasse du vélo de route. Okay. J'ai testé 2-3 fois de faire des courses par étapes et comme ça, mais sur le principe, j'ai toujours fait le VTT quoi. En plus, t'as un beau terrain de jeu dans la Gruyère pour faire du VTT. Ouais, c'est hyper beau. Si tu fais vraiment des longues distances, tu peux aller dans la montagne et tout. Puis sinon, on a pas mal de terrains qui sont de base et qui ont été créés où on peut vraiment s'entraîner. Et ouais, c'est beau. Tu t'entraînes vers où d'habitude ? Là, maintenant, vu que je travaille sur Fribourg, surtout dans la ville, à Fribourg, il y a des trucs en VTT. Après, je m'entraîne pas beaucoup en VTT. C'est vrai que vu que je fais ça depuis que je suis tout petit, la technique, c'est pas un truc qu'on doit travailler beaucoup maintenant, encore pendant l'hiver, par exemple. Ou là, maintenant, j'ai pas touché le vélo de route depuis le VTT depuis la dernière course. C'était, je pense, il y a, je dirais 3 mois. Je suis pas monté sur mon VTT, qu'il est au garage. Mais sinon, je fais pas mal de gravel et puis de route. Puis ça, souvent autour de Fribourg. Et puis, ouais. En fait, tu as juste besoin de rouler, vraiment. Ouais, j'ai juste besoin de c'est surtout ce qui m'a manqué les dernières années, vu que je fais aussi le travail et tout ça.
je dois rivaliser avec des gars qui bossent à 20%, qui bossent pas du tout et puis qui font que du vélo. Ouais. Donc c'est compliqué. Et puis ce qui manque, c'est le fond, quoi. Toute la préparation hivernale, c'est là où le travail est le plus long et le plus dur. C'est où tu dois rouler, quoi. La Suisse, c'est aussi un pays de VTT. On a eu des gros champions comme Nino Schurter, par exemple. Est-ce que ça aussi, ça t'a motivé à en faire ça t'a inspiré ou c'était ta route c'est clair que indirectement, déjà oui, Nino Schurter, des gars comme Nino Schurter qui ont survolé la discipline, c'est sûr que ça motive. Et puis ça te donne envie de faire pareil. Mais je pense indirectement, c'est aussi parce que eux ont réussi, que le VTT est aussi beaucoup plus développé. Oui. Là, si tu regardes le circuit national de vélo de route ou de VTT en Suisse, c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire du VTT. Il y a 2 classements qui se font concurrence, donc il y a beaucoup de courses et puis des parcours vraiment hyper cool. Donc c'est vrai que naturellement, tu te diriges vers le VTT, quoi. Et du coup, le niveau, il doit être incroyable. Ouais, le niveau est très, très, très compliqué. Je pense dans pas mal de pays, j'aurais le niveau de, par exemple, aller... parce qu'il y a toute la Coupe du Monde, donc l'année où là, j'ai eu la chance d'aller. Puis il y a le championnat du monde et le championnat d'Europe. Ça, c'est une course d'un jour. Où là, tu dois être sélectionné. Et là, c'est compliqué parce qu'il y a souvent que 4-5 gars qui vont, donc les meilleurs. Pour chaque pays, et puis vu le niveau national. Ouais, exact. Et dans plein d'autres pays, je pourrais aller... pas facilement, mais j'aurais le niveau d'y aller. Et puis en Suisse, t'as aucune chance, alors qu'on est un petit pays, tu te dis il y aurait moyen d'aller, mais t'as tellement de niveau, c'est chaud. Et puis est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu le déclic de te dire ça, je veux le faire à fond, plus que juste pour le plaisir, si je puis dire? Il n'y a pas de déclic, ou en tout cas pas encore. J'ai l'impression que c'est un peu un truc de... au moment où j'ai dû faire le choix entre l'uni-hockey justement et le vélo, je pensais que c'était un des premiers trucs où j'ai dit maintenant, en fait, moi, si maintenant j'ai pas d'entraîneur qui me dit que je dois aller m'entraîner, j'irai pas. Okay. Honnêtement, là, si j'ai pas cette envie de performer et d'aller chercher quelque chose, je m'entraînerai pas. J'ai plein d'autres trucs à faire et je ferai plein. Donc c'est pas vraiment j'adore aller tous les jours, j'ai envie, je me lève le matin en voulant aller à vélo, mais je me lève le matin en me disant voilà, je dois m'entraîner et je dois aller. Et c'est ça qui m'attire, en fait. C'est un peu le truc de ce chemin vers la performance. Ouais. Et puis après, je sais plus ce que c'était la question. C'était. À quel moment tu as eu ce déclic? Si on a eu un, du coup, là, il est un peu en train de naître au fil des années où je me dis, là maintenant, je fais que ça et mon travail, quoi. C'est vraiment. C'est même plus une question de est-ce que je sors le week-end ou genre je dois me priver de sortir le week-end. C'est même pas la question de se dire je vais boire un verre ce soir. Donc c'est toute la vie un peu. Mais ça a été gentiment, je dirais que c'est assez progressif. Ouais. Et puis chaque année, tu essayes d'implémenter des trucs pour être encore plus à fond dans cette recherche de performance. Mais j'ai pas vraiment eu de déclic, vraiment. Mais c'est vrai que dès que j'ai pris un entraîneur qui m'a fait mes plans d'entraînement, ça c'est le moment où j'ai commencé à être régulier dans l'entraînement. Et puis aussi un déclic. Par contre, si je comprends bien, tu as eu des moments où tu as dû faire des sacrifices, si on peut dire, pour performer ou... On parle souvent de ça avec mon frère et on dit souvent que c'est plus des choix que des sacrifices. Parce que le sacrifice, si tu en fais, c'est que tu dois... Enfin, oui, c'est assez difficile. C'était pas désagréable. Ouais, voilà. Ouais, si tu veux, c'est des choix. Parce que j'ai envie de performer, c'est un choix. C'est difficile comme thème, mais j'ai pas, le mode sacrifice est assez péjoratif. Et puis finalement l'action de le faire, l'action de se dire ce soir je vais pas avec mes potes et puis je reste chez moi, il est entre guillemets, c'est un sacrifice, mais finalement c'est un choix parce que tu sais où tu vas aller et puis c'est logique dans toute la préparation, quoi. Si tu vas rouler 5 heures un jour et puis le soir tu vas te détruire dans un bar et le lendemain tu peux plus te lever, ça fait aussi pas de sens, quoi. Donc c'est un peu un truc global où du coup c'est plutôt des choix que des sacrifices. Et au niveau ta vie sociale, scolairement, tu as dû faire des aménagements ou tu as réussi à bien gérer ça? Scolairement, c'est un peu, sans dénoncer, le canton de Fribourg, c'est un peu triste. Enfin, un peu toute la Romandie où les aménagements, ils sont pas minables, mais presque. Et puis, à part pour si tu fais du ski ou du hockey aussi, mais sinon, c'est... Et même ils se plaignent. Mais on est sous-développé tu regardes des autres cantons, les cantons suisses-allemands. J'ai ma copine qui est suisse-allemande aussi. Tu regardes les aménagements, c'est ouf. Eux, ils ont des classes spécialisées pour les sportifs et tout ça. Nous, on pouvait louper la gym. Si vraiment tu étais dans les meilleurs des Suisses, tu pouvais louper la gym, quoi. Donc, scolairement, j'ai toujours... Si tu veux, j'ai jamais été dans les meilleurs de Suisse. Là, ça vient gentiment. Ouais. Mais j'ai toujours eu une progression un peu plus tardive que le reste parce que mes parents ont aussi dit faut faire étape par étape et tu verras si tu as envie et pas s'entraîner
mettre tout de côté déjà à 15 ans, puis finalement, tu arrives à 18 ans, tu n'as plus envie de faire parce que tu as tout mis de côté dans ta jeunesse. Donc, ils m'ont toujours un peu inculqué ce truc d'aller étape par étape et d'avoir toujours une marge de progression. Et puis, du coup, à l'école, j'étais jamais vraiment dans les meilleurs de Suisse, donc j'avais pas des gros allègements. Donc, finalement, j'ai toujours essayé de faire les trucs normaux et puis de faire le vélo à côté. Encore maintenant, avec l'apprentissage, on a pu mettre des trucs en place avec mon entreprise. Ok. Mais sur le papier, je bosse comme un apprenti normal. Et puis voilà, l'école, maintenant, j'ai pu depuis un mois, mais il me reste 6 mois d'école, mais ça fait depuis un mois que j'ai le statut de sportif d'élite. Ça veut dire que je peux partir. Je peux pas louper de cours, mais si je dois aller en camp d'entraînement, comme ça, je peux partir. Mais après, ils m'ont toujours accordé les congés et tout ça. Mais je veux dire, en termes de gestion du temps, j'ai toujours un peu le truc de base, et le vélo, c'était à côté et essayer de faire le plus possible. Ouais. Mais du coup, après, au niveau de la vie sociale, je pense que actuellement, mon frère, c'est mon meilleur pote parce qu'il fait la même chose que moi, on fait l'équipe et tout ça. Donc, la sociabilité et le côté d'avoir un pote, il est avec mon frère à la maison. Et puis, je crois que je le vis bien. J'ai beaucoup de connaissances que je sais que si maintenant je sors une fois, j'ai des potes, mais je les vois jamais, quoi. Mais je le vis assez bien parce que je suis dans mon truc, je suis un peu dans le tunnel d'essayer d'être performant. Et puis, donc, ouais. On reparlera plus tard de cet équilibre entre vie, travail et sport. Tes premières compétitions, comment tu as commencé? Tu t'es inscrit En fait, on a été très tôt au club, donc c'était la Pédale Bulloise, notre club formateur. Ouais. Et puis, mon papa était président aussi de la Pédale Bulloise. Et puis là, c'est là que tu commences un peu avec les compétitions. Il y a la Coupe fribourgeoise, où on faisait beaucoup. Ensuite, il y a la Coupe romande. Et puis après, c'était pas très démocratisé dans le canton de Fribourg que les VTTistes, ils allaient faire les Coupes suisses, en fait. C'était un truc... je sais pas, on faisait les courses régionales, mais pas trop nationales. D'accord. Et puis, mon cousin, qui sont aussi 3 frères, un peu comme nous les âges, et puis ils ont aussi fait du VTT. C'est le plus grand, le plus vieux. En fait, on a les 6 fait du VTT. Et puis le plus grand, Léo, qui a été mon entraîneur aussi jusqu'à maintenant, qui a, lui, décidé une fois d'aller faire ses coupes suisses. Et puis ensuite, c'est mon frère qui a un peu suivi, qui allait avec. Donc il a initié le mouvement. Ouais, un peu initié le mouvement. Il y en avait certains déjà qui allaient faire des coupes suisses, mais le mouvement de maintenant, il y a énormément de jeunes qui vont faire des coupes suisses, qui sont de Bulle, du canton de Fribourg. C'est un peu ce mouvement qui a été initié par lui. Et puis voilà, après on s'est mis dans le train. Et puis si tu veux, au début, dans les jeunes catégories, tu fais pas des courses, mais tu fais des parcours techniques où tu dois ramasser des trucs, enfin au niveau national. Sinon, pour fribourgeois, tu fais des courses normales. Mais... Et puis au fil du temps, tu fais les courses, voilà. Puis maintenant, Ça, c'est pour développer les skills des... Ouais, en fait, c'est pour éviter que, justement, il y a ce truc des jeunes qui s'entraînent beaucoup trop quand ils sont trop jeunes, et puis qu'après... Et puis qu'après, ils manquent déjà de base technique parce qu'ils ont fait que de la distance. Et puis aussi ce truc de pas les griller quand ils sont jeunes. Donc du coup, t'as pas de course en mode ça part et c'est le premier qui arrive. C'est vraiment des parcours d'agilité. Et puis c'est hyper important aussi pour le développement des jeunes. Puis c'est un peu ludique, ça. Voilà. Exactement. Et ça, c'était vers quel âge? T'étais ado, quoi. Ouais, jusqu'à 13 ans. Non, plus jeune comme ça. Jusqu'à 13 ans, tu fais les parcours techniques et après c'est les courses. D'accord. Ouais. Et t'avais déjà des bons résultats quand t'étais petit? J'ai fait une fois 8e à une Coupe Suisse sur les parcours d'agilité, justement. Okay. Et puis après, j'étais toujours dans les meilleurs fribourgeois, voire romans, mais au niveau national, j'étais dans les 30-40 des catégories chez les petits, donc c'est pas fou. Enfin, si tu regardes maintenant les jeunes d'ici, ils sont sur les podiums. Donc c'est vrai qu'on était... Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas devant, mais je suis toujours accroché. Parce que tu dis 30-40, mais c'est sur combien? Dans les petites catégories, je sais pas, maintenant ils sont presque 100, je dirais, mais parce que ça s'est démocratisé, je pense que nous on était un peu moins, genre 60-70. Après, en vélo, c'est toujours compliqué de parler de sur combien, parce que ça dépend vraiment du niveau. Enfin, ça dépend des meilleurs. Normalement, tu regardes pas les gens derrière. Mais, Et vous vous défiez un peu entre frères ou chacun fait sa course? Il n'y a pas eu ce truc, parce que lui, il a 3 ans d'avance. Ouais. Et puis en fait, lui, il était vraiment toujours dernier, voire dans les dernières places toute sa jeunesse. On le salue. Et puis il sait que il est au courant. Mais et puis il était un peu moins fit. Enfin, c'était vraiment pas trop le sportif. Il faisait un peu pour le plaisir. Et puis Taku, lui, il a vraiment eu un déclic où il a pris un coach, un nutritionniste, tout ça. Il a tout changé, mais je ne saurais même pas dire quand, mais où il a perdu une chier de poids. Il a changé morphologiquement et puis il est vraiment devenu un athlète. Donc il
n'y a jamais eu ce débat. Déjà, on a un écart et puis que moi, j'avais assez de facilité dans le sport comparé à lui. Et maintenant, on a le même niveau, voire il est un peu meilleur. En fait, c'est difficile parce que lui fait le cyclocross, donc la saison, c'est pendant l'hiver. Et moi, je fais le VTT, c'est pendant l'été. Et puis, du coup, on n'a jamais une période où on est les deux au meilleur niveau. Donc, on n'a pas pu. On ne peut pas vraiment se confronter. Pendant qu'il fait sa préparation, toi, tu as ta saison. Voilà, exact. Okay. Donc, des fois, lui, il fait des courses VTT. Moi, des fois, je fais des courses cyclocross. Mais si je fais des courses cyclocross, c'est pour le plaisir sans être prêt. Puis lui, s'il fait des courses VTT, il n'est pas forcément prêt. Ouais, pareil. Donc c'est difficile à jauger. Donc, il n'y a pas trop ce truc de. Maintenant, un peu plus. De temps en temps, une petite remarque, genre ah ouais, mais je sais que je suis meilleur que toi, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas. Ouais. L'adversité directe, il n'y en a pas vraiment. Quoi. Bon, ça se voit d'ailleurs, vous avez un projet ensemble, je crois. Ouais. Une équipe. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est passé, comment tu as construit ça? Ça va être la 3e année. Donc il y a 3 ans, on avait. En fait, on a toujours été dans l'équipe, donc qui avait été fondée par mon papa, le papa de mes cousins aussi, et puis d'autres parents de Fribourgeois, qui avaient fait une équipe. Et puis en fait, le problème entre guillemets des équipes quand c'est les parents qui les créent, au bout d'un moment elles s'arrêtent parce que les athlètes y partent et puis il n'y a plus la relève derrière vu que les athlètes sont partis. C'est un peu ce qui s'est passé. Finalement, c'était mon parrain, le papa de mon cousin, donc c'était le dernier à être un peu dans l'équipe, à maintenir l'équipe pour nous. On n'était plus que 3 athlètes et puis à un moment il a dit là j'arrête. Et puis du coup l'équipe s'est arrêtée et puis nous derrière on s'est dit soit on essaie de trouver une équipe chacun, ce qui est un peu difficile parce que si tu veux un truc bien tu dois quand même aller en Suisse allemande, je pense, pour avoir une équipe vraiment cool. Et puis on s'est dit là ça veut dire que lui il trouverait une équipe cyclocross, moi une VTT, et puis finalement on fait plus qu'on a toujours fait, de faire les courses ensemble. Donc c'était aussi l'idée de créer notre structure nous de A à Z. C'est aussi un hyper bon projet et puis de pouvoir courir sous les mêmes couleurs, quoi. Donc il y avait une volonté de le faire ensemble finalement. Ouais, exact. En fait, vu que les deux on n'avait plus d'équipe et tout ça, c'est un peu discuté. Puis comme on faisait les deux du vélo ensemble, et puis quand on vit encore les deux chez les parents, c'est venu assez naturellement qu'on s'est dit on crée un truc. Et comment ça se passe, la création d'une équipe finalement? C'est assez compliqué. Moi, du coup, comme dans mon métier, je fais pas mal la création de contenu et les réseaux sociaux et tout ça, j'ai surtout fait ça, genre les dossiers de sponsoring et tout ça. Ok. Mais après, c'est une vraie galère, j'imagine. Ouais, c'est compliqué, c'est long. Et puis après, de faire le dossier, ça va, mais le problème, c'est quand tu dois aller chez une entreprise et commencer à leur parler. Et ça, c'est plutôt lui qui a fait, parce qu'il avait aussi plus de temps à ce moment-là. Enfin, moi, j'étais encore je sais pas si j'étais à l'école. Non, j'étais déjà en apprentissage, mais lui, il avait déjà des allègements. Il bossait déjà à 60%, donc il avait un peu plus de temps. Et puis, c'est lui qui a commencé à chercher. Puis, je sais que ça s'est fait assez tard. On a trouvé pas mal de sponsors, mais des petits. Et puis, en fait, 2 mois avant qu'on commence l'équipe, on était là, ça le fera, mais on aurait une petite structure. Et puis, il y a Arza qui est venu, justement, l'entreprise de construction, donc maintenant qui a le nom de l'équipe, qui est venu au dernier moment. On les connaissait pas du tout. Moi, j'avais vu 2-3 fois le logo dans le canton, mais je savais pas ce qu'il faisait et tout ça. Puis, tout à coup, il est rentré un soir, et puis en fait, un contact nous avait mis en contact avec eux. Et puis finalement, c'était le sponsor principal, donc ça a pu bien aider le budget. Puis on a pu faire une vraie structure. Puis après, au fil des années, tu dois aller. On avait signé tous les sponsors sur 2 ans. Puis là, à la fin de l'année passée, on a dû justement aller chercher tous les sponsors, chercher des nouveaux pour aussi développer le budget, parce que là, on passe à 6 athlètes l'année prochaine. On n'a pas encore annoncé, mais on aura 2 nouveaux athlètes. Donc ça passe la structure c'était nos structures familiales à un vrai truc. Trop bien. Et puis notre idée, c'est un peu dans l'ambition de justement que ce soit pas des parents d'athlètes. On essaye maintenant d'avoir pour l'année prochaine aussi du staff un peu plus professionnel, parce que jusqu'à maintenant c'était nos parents, les parents des autres qui venaient. Puis comme ce problème dès que nous on va arrêter, ça veut dire que nos parents vont plus venir sur les courses pour aider les autres. Et puis du coup, il y a un peu ce truc où l'équipe s'éteint de nouveau. Du coup, notre idée, c'est vraiment d'avoir du staff professionnel, et puis nous, de continuer ensuite à diriger le team, même si on fait plus de vélo, et puis pouvoir offrir à des autres jeunes, et puis créer une vraie structure un peu stable, et puis où les jeunes de la région ils puissent atteindre le meilleur niveau, sans que ce soit les parents qui soient là toujours. Il y en a beaucoup dans la région qui font ça, ou vous êtes les seuls? Ouais, maintenant, ça c'est les équipes ou bien de quelqu'un de ton âge qui fait sa propre équipe? Non, il n'y a pas beaucoup. Il y en a certains qu'on fait, où ils ont fait leur maillot en allant chercher des sponsoring. Enfin, ça se fait de chercher du sponsoring personnel. Après, de créer une vraie structure où tu as des autres athlètes que toi. Là, les 4 athlètes qu'on a, mis à part moi et mon frère, ils viennent en tant qu'athlètes, si tu veux. Ils ramènent pas des sponsors ou des choses comme ça. Donc ça se fait pas beaucoup, vraiment. Des jeunes qui se créent une structure, il y a pas d'autre. Il y a une raison pourquoi on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu? C'est hyper compliqué.
Ça prend beaucoup de d'aller temps. chercher des sponsors, Ouais. c'est ouf. Hein. Tu dois te mettre à une table comme ça avec des patrons d'entreprise et puis tu dois essayer de leur faire comprendre que tu as le niveau, ou en tout cas tu as le projet pour que ce soit intéressant pour eux. Mhm. Donc c'est chaud à le faire et puis ça prend quand même pas mal de temps. Ouais, Et puis, ouais, faut avoir les couilles un peu, quoi, si je vais me permettre. normal. Et puis l'objectif, du coup, c'est de faire une structure fribourgeoise, suisse. Vous accueillez des étrangers. Là, on a donc un qui va arriver, je ne sais pas trop dire les noms parce qu'ils sont encore en contrat avec les autres équipes, mais un qui est fribourgeois mais qui est suisse-allemand, donc de la Saint-Gine. Okay. Et puis un autre qui est de, je ne sais même pas où il habite, mais vraiment en Suisse allemande. Okay. Donc là, on essaie de passer un peu plus national, avoir des athlètes. Et puis après, le but, c'est de garder toujours un truc de développement avec les jeunes d'ici, parce que c'est le but aussi, nos sponsors sont d'ici, donc ils ont envie aussi qu'on développe la jeunesse romande et tout ça. Donc le but, c'est quand même d'avoir des jeunes romans qui performent et puis qui puissent se développer ici. Mais après, d'avoir la structure élite où là, on prend tout le pays finalement. Mais ouais, à voir. Parce que cette année, on voulait passer team UCI, donc c'est l'Union Cycliste Internationale. Donc là où tu deviens un team pour les Coupes du Monde. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ont tout changé le système en fait cette année. Où il n'y a plus que 20 équipes. En fait, c'est presque comme en Formule 1. Où si tu veux, ils font vraiment que la Coupe du Monde devient un truc hyper élitiste. Et c'est un cercle fermé, tu peux pas rentrer. Ouais, voilà, exact. Okay. Ou alors tu dois avoir un monstre budget. Oui. Donc c'est compliqué. Ils ont changé ça. Donc on doit réfléchir l'équipe, mais c'est vrai que ce truc de développement est aussi intéressant. Peut-être que d'aller concurrencer des équipes qui ont des budgets à, je sais pas, plusieurs millions, ça c'est pas non plus le but. On n'arrivera jamais à là, mais le but c'est d'avoir une bonne structure nationale en tout cas, une des meilleures structures dans un Suisse, tremplin. Voilà, exact. Okay. Ouais. Et du coup, les coachs aussi ils sont suisses ou alors en fait c'est égal. En fait, les coachs dans le VTT c'est hyper personnel, c'est-à-dire que chacun a son coach qui fait ses plans d'entraînement. C'est pas comme une équipe de foot où il y a le coach qui va être là. Ça se fait dans certaines équipes où il y a un coach technique qui va sur les courses et puis qui peut regarder les parcours avec les athlètes et tout ça. Ça qu'on n'a pas encore. Mais sinon, au niveau des coachs personnels d'entraînement, c'est vraiment hyper personnel. Donc ça, c'est pas l'équipe qui gère. Et c'est quoi les difficultés principales que vous avez eues avec cette création d'équipe ? Au début, on était 3, puis ça c'est un peu... En fait, celle qui était avec nous dans l'équipe n'a même pas commencé. On a eu un peu des conflits, puis elle est partie du team. Donc ça, c'était un peu difficile à s'en remettre. Ouais. Et puis à trouver des solutions. On n'a pas fait tout juste non plus, donc on a dû... ou alors rien juste, je sais pas. Mais en tout cas, on a dû retrouver des athlètes derrière, parce qu'on était du coup que les deux. On était là-bas, notre structure, elle est quand même faite pour des autres personnes. Puis c'est là on a trouvé David et Lucie, qui sont dans l'équipe maintenant, qui sont de la région aussi, qui étaient aussi des amis à nous. Et puis, donc ça, c'était la première difficulté. Ensuite, il y a bien sûr d'aller chercher les sponsors, où c'est toujours difficile. Mais après, on a la chance d'être dans la région et puis d'avoir des sponsors hyper cool. Et puis beaucoup d'entreprises dans le canton de Fribourg qui sont prêts à donner de l'argent pour le sport parce que le sport marche dans le canton. Typiquement, Arza, c'est le meilleur exemple, quoi, c'est un gars qui a fait du vélo, un des patrons, il a fait du vélo, donc il était intéressé aussi à nous rejoindre, il nous connaissait aussi de nom et tout ça, puis au fil des discussions, c'est toujours finalement c'est assez simple de discuter, mais le fait d'aller chez un nouveau sponsor et de parler, ça fait peur. Puis souvent ça s'enchaîne après, tu as un contact. Ouais, voilà, exact. Et puis maintenant ça vient, on a un peu un nom quand même dans le canton où les gens savent ce que c'est Arza Racing Team, donc c'est aussi plus facile. Mais voilà, c'est sûr que la recherche de sponsors, et puis après, c'est tout ce qu'on fait un peu maintenant, de se dire, jusqu'à maintenant, c'était pas mal financier, mais maintenant, on veut vraiment une structure sur les courses, donc aller chercher du staff professionnel. Donc ça veut dire que maintenant, on a ouvert aussi un job d'étudiant, donc sur les week-ends, donc où on paye des étudiants pour venir sur les courses. C'est un job d'étudiant un peu plus cool que peut-être aller dans un bar, ou je sais pas. Et on a aussi des mécaniciens sur les courses et tout ça, donc c'est aussi toute cette structure de gérer la saison finalement et la structure sur les courses. Donc au niveau du matériel aussi, préparation, tout ça. Ouais, exact, ouais. Vous le faites ensemble. Tout, en fait, on a un mécanicien qui vient sur les courses, donc ça c'est nous qui gérons, si tu veux. Et puis on doit aussi prendre tous les hôtels, on doit réserver les places. Tu sais, il y a des stands sur les courses, on a des stands par équipe. Oui. Donc ça c'est aussi un truc à faire. On doit avoir les moyens de transport, on doit avoir toute la structure. C'est nous qui organisons. Pas mal d'organisation. Ouais, voilà, exact. C'est ton frère, il fait un travail là-dedans Mon frère, en fait, non, mon frère, il a fait mécanicien sur vélo, 4 ans. Et ensuite, il a fait... maintenant, il travaille dans un café où ils font du café du bon café, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, voilà. Mais ils font du bon café.
Et puis il bosse là-bas à 60%, puis il roule sinon. Mais il a essayé de commencer la HEG, mais c'était un peu trop avec le sport. Donc il a envie de faire de la gestion d'entreprise, donc c'est un peu dans son domaine et il le fait bien avec le team. Mais il ne le fait pas dans la vie. Donc là, on fait le visuel, marketing, et puis l'autre c'est un peu ça. gère un peu plus l'administratif. Un est l'artiste et puis l'autre est le patron, quoi. C'est un peu ça. Et vous avez une structure mixte ou c'est seulement garçon? Non, ben là, on a juste Lucie comme fille. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout fixé sur mix ou enfin, on accepte tout le monde, tout le monde. On cherche partout, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des filles de la région qui marchent au niveau national ou international. Il n'y en a pas beaucoup. En Romandie, maintenant dans les jeunes, il y en a un peu plus. On est en contact avec pas mal aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a que Lucie dans l'équipe. On aimerait aussi plus de filles si ça vient, mais après, c'est pas non plus l'idée de se focaliser sur la mixité ou comme ça. C'est vraiment le but. On prend les athlètes qu'on voit qu'ont le niveau de percée et à qui on veut offrir Vous fermez pas vos portes, mais c'est possible, quoi. Ouais. Ok. Parce que c'est plus du côté suisse-allemand chez les femmes que ça se développe. Là, chez les jeunes, il y a pas mal de podiums aussi chez les romandes. Ouais. Mais c'est vrai que notre âge, il n'y a pas beaucoup de romandes. Il y en a une qui fait des podiums en Coupe du Monde, mais c'est celle qui était dans l'équipe au début, justement, puis qui est partie. Mais sinon, il n'y a pas d'autres filles qui survolent national ou international. Et du coup, à long terme, la structure, le but, c'est d'intégrer ce gratin mondial de l'UCI. Justement, maintenant qu'ils ont changé un peu, puis que ça devient beaucoup plus élitiste, on s'en a aussi pas mal réfléchi, puis on se dit que c'est peut-être pas le but de notre équipe, et puis c'est pas là où on devrait se diriger. On doit peut-être se concentrer sur le développement. On aimerait aussi un peu... L'idée, c'est aussi un peu de changer les choses, comme chaque projet que tu démarres. Oui. Donc, on aimerait pouvoir développer des jeunes et puis offrir une structure qui est cool, ou vraiment bon esprit, et justement d'avoir une structure qui tient, d'avoir un nom. C'est plus important, ça, d'être très très basé en national et surtout dans la région, d'avoir un vrai nom plutôt que d'aller concurrencer des équipes qui sont inconcurrençables, quoi. Vous pouvez survivre comme ça. De toute façon, pour l'instant, l'objectif, c'est surtout qu'on puisse aider nos saisons. Donc, il n'y a pas un truc de rendement ou quoi. Il y a pas de... on n'est pas payé pour faire ça. Donc, pour l'instant, c'est du bénévolat. Donc, c'est une association. Donc, pour l'instant, on n'a pas de souci de rendement, quoi. On doit juste avoir assez d'argent pour payer la saison de chacun. Après, le but, il n'y aura jamais un but d'argent, je pense. Après, bien sûr, si on commence à faire notre métier, de devoir structurer une équipe avec 10 jeunes où on va sur toutes les courses de la saison, peut-être là, tu sors un salaire, mais il n'y a pas non plus l'idée d'être rentable et de chaque fois grandir. C'est aussi d'avoir un truc solide. Et puis, l'idée, c'est surtout d'aider les cyclistes plutôt que d'avoir une entreprise rentable, quoi. Donc, si je comprends bien, ce que vous souhaitez apporter, c'est surtout du soutien, un cadre pour les athlètes que vous avez. C'est aussi d'offrir un peu ce que nous, on a eu le droit, c'est-à-dire avec les équipes qui avaient été créées dans la région, puis si possible de faire mieux, quoi. C'est un peu l'idée. On a parlé de ton métier avant. Est-ce que toi, tu arrives à vivre du VTT ou pas? Est-ce que c'est un but à terme? Comment tu vois les choses? Bien sûr, c'est un but à terme. Pour l'instant, pas du tout, non. Je touche aucun argent. Enfin, de temps en temps, si tu fais des grosses courses, tu touches des fois 2 ou 300 francs. Ouais. Mais au niveau des sponsors qu'on a, c'est pas pour avoir de l'argent. Pour l'instant, c'est pour payer. Donc, pour pas en perdre. C'est toujours un peu comme ça jusqu'à que vraiment tu marches et puis que tu es une équipe pro et puis là, tu as un salaire. Je pense que le but de l'équipe aussi à long terme, c'est de pouvoir avoir des athlètes qui méritent et qui peuvent avoir un salaire et puis d'avoir l'argent pour le verser. Mais plutôt une aide. Et puis, mais le but, c'est clairement de percer. Et puis, j'ai toujours dit que j'essaierais de réussir. Et puis, le jour où je vois que je pourrais pas devenir professionnel, j'arrêterai aussi. Parce que, comme je dis, j'ai plein de choses à côté. Et puis professionnellement, j'ai plein d'idées aussi. Et puis, comme je dis, j'aime ce truc de performance et d'essayer d'atteindre un but. Mais le vélo, j'aime en faire. Parce que sinon, je ferais pas des 20 heures par semaine ou des trucs comme ça. Mais c'est un peu professionnel ou rien quand même. J'ai l'impression, comment tu dis. C'est clairement ça. Parce qu'il y a pas mal de cyclistes qui tirent avec l'âge, qui vont en Coupe Suisse, mais il y a un truc de 80%, c'est-à-dire que c'est le premier a déjà fait 80% du tour, et toi, t'as pas fini ton tour, tu te fais sortir. Oui. Et puis, il y en a pas mal qui se font sortir après la moitié de la course en national, mais qui continuent à s'entraîner autant que je m'entraîne moi. Et puis finalement, je pense qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance de percer, et qu'ils continuent. Et moi, j'ai toujours dit que je ne perdrai pas de temps, quoi. Si un jour je vois que je stagne et qu'il n'y a pas d'issue possible, j'arrêterai et puis je ferai les choses autrement. Peut-être je continuerai dans le vélo en développant l'équipe, mais professionnellement, j'ai aussi des milliers de trucs à découvrir. Et puis,
surtout Ok. de pas perdre de temps. C'est aussi un sujet que tu évoques avec ton frère, avec tes parents. Ouais, ben ils savent. Après, il y a beaucoup. C'est assez, comment dire, c'est plus démocratisé le fait de. Enfin, il y a plus de monde qui continue sans un peu voir qu'ils ont aucune chance. Ouais, ok. Euh, Toi, tu essayes d'avoir Et moi, j'ai ce truc cette lucidité ouais, voilà. tellement dure à avoir. Ouais, finalement. voilà, ouais, exact. Après, est-ce que peut-être je l'ai pas mais j'ai l'impression qu'il y a encore des chances. Mhm. Puis que comme je bosse justement beaucoup plus et puis que j'ai beaucoup moins de choses à ménager, bah, j'ai l'impression qu'au niveau du talent pur, je pense que j'ai une chance de pouvoir percer dans le vélo. Donc maintenant, il faut aligner les entraînements et puis au fil des années, j'espère. Chaque année, je passe une étape Mhm. Ouais. et le jour où je vois que je passe plus d'étapes, ben, c'est que Même c'est une saison. non, mais après, en fait, il faut comprendre qu'il y a une saison où tu peux être moins bon. Ouais. Et il y a des trucs qui se passent. Et voilà. Mais si tu vois que tu as bossé tout l'hiver pour être meilleur et que tu commences et que toute la saison, tu es moins bon, Ouais. à un moment donné. Ok. Ah, mais c'est dur à se dire ça, hein. Ouais, bah c'est dur à voir quand ce sera. Mais je pense que tu t'en rends compte assez vite de dire bon, voilà, si je continue une saison, c'est pour le plaisir et c'est pas pour aller plus loin. Et puis Mhm. faire une saison pour le plaisir, ça m'intéresse pas, quoi. Ok. Et tu arrives à être à fond dans les deux, le taf et le sport. Ouais, ben, je fais que ça, mais j'arrive, ouais. Et Ok. j'aime bien, que ce soit au boulot, dans ma vie, d'être vraiment speed. Donc, j'ai jamais de temps vraiment où je me pose et je fais rien. Mhm. Mais si j'en avais, à voir, ça va arriver dans les prochaines années si je fais moins de travail pour pouvoir justement plus m'entraîner et tout ça. Mais je pense que je devrais faire des autres trucs parce que sinon, je vais m'embêter. Je suis très actif et j'ai envie de tout le temps faire des choses. Donc, pour l'instant, ce rythme de vie me va. Je sais qu'il y a heures de sommeil et tout ça, je pourrais faire mieux. Je pourrais dormir plus faire de récupération et tout ça. Mm. Mais pour l'instant, le train de vie, il est très speed, mais il me va comme ça, quoi. Et tu arrives à lier ton travail avec ton sport aussi. Ouais, de fou. Ben, là, j'essaye toujours. Je me suis toujours dit que peut-être ce passage où j'aurais pas encore un salaire, justement, ne pourrais pas vivre d'un salaire de sportif. Ben, je pourrais peut-être le faire sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc ça, c'est Ouais. mon travail. Donc j'essaye aussi de travailler mon image en faisant des vidéos, faire du contenu. C'est aussi ce qu'on essaie de faire avec l'équipe, où on sait qu'on n'est pas une des meilleures équipes. Donc les sponsors, niveau performance, pour l'instant, n'ont peut-être pas trop d'intérêt. Mhm. Mais sur les réseaux sociaux, on leur offre une comme ils pourraient avoir s'ils Ok. payaient une agence pour leur entreprise. Donc c'est aussi un peu le but de se dire, les réseaux sociaux, il y a une énorme possibilité aussi de gagner de l'argent comme ça. Et puis c'est quelque chose qui Ouais, pourrait c'est ça. justement m'aider à pas travailler une année de plus pour tenter de réussir. Tu peux, Voilà. as un peu plus de flexibilité à ce Voilà, niveau-là. exact, ouais. Puis Par c'est rapport vraiment à- un métier qui va parfait avec le sport, quoi. Donc, T'arrives à expliquer pourquoi? parce que tu parlais au début de ce choix est-ce que j'ai choisi le VTT parce que c'était impressionnant. Ouais. Je pense que ça c'est la réponse, Ok, c'est que ouais. le sport est quelque chose d'impressionnant, Mhm. est quelque chose Mhm. d'intéressant. Puis la majeure partie des gens font du sport, mais pas autant acharné que nous, si je peux dire. Mhm, mhm. Donc du coup, de montrer que oui, on se lève tous les jours, on prépare, on va faire 4 heures d'entraînement dans le froid avec les gros habits, ou alors qu'on fait des courses où on saute de cailloux et des trucs comme ça. Mhm, mhm. Ça, c'est un truc, Ouais, j'ai ok. l'impression qui marche bien avec les réseaux sociaux. Et puis, Oui. et puis surtout en vidéo, de mettre en image, c'est assez facile. Si tu pourrais imaginer en faire des courts-métrages ou des films carrément de En fait, VTT. là, c'est marrant que tu dis ça, mais en fait, on a où je travaille, on a une agence de communication donc sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis on a une agence de production qui font des documentaires justement plus longs sur le sport. Mhm. Et puis là, je commence à travailler un peu pour eux aussi, donc à faire 2-3 projets où là, justement, la semaine passée, j'ai filmé un cycliste qui fait de l'ultra-distance. Et du coup, là, je fais un film justement sur un cycliste, donc dans mon métier. Après, faire un long métrage sur moi, c'est compliqué. Parce que là, je me filme pour mettre sur les réseaux sociaux, mais ça va pour des petites vidéos. Mais de raconter une histoire sur moi, je Ouais. pourrais pas me faire un documentaire sur moi. Ok. C'est un peu compliqué. Mais sur ton sport, tu t'en vois Ouais, bien capable. sûr. Ouais, Ok. puis sur le sport en général, quoi. Je Mhm. suis assez ouvert. C'est justement ce qui m'attire dans le sport, c'est ce truc de performance. Donc ça, tu le retrouves dans tous les sports. Donc c'est là qu'il y a pas mal d'émotions et Mhm. d'histoires à raconter, quoi. Quand on a préparé cette émission, tu nous as parlé aussi de ton TPA, je Ouais, crois. ouais. Tu peux nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste. Je finis mon apprentissage dans 6 mois, à peu près. Mhm. Puis du coup, là, là, je suis en train de le finir. Je dois l'envoyer jusqu'au 10 janvier. Donc, j'ai dû faire mon travail c'est quoi? Travail pratique d'approfondissement. Tu dois faire un travail de recherche, en gros. Ok. J'ai fait sur l'influence de la médiatisation des sportifs, justement, sur leur performance. Ouais. Donc, comment est-ce que les sportifs arrivent à gérer d'abord
leur exposition avec les médias, on va dire, traditionnels, et Mhm. puis dans un deuxième temps avec les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est un truc où tu dois gérer ton image et tout ça, et moi j'adore le faire, et je le fais très bien parce que c'est mon taf, mais pour quelqu'un qui fait juste du sport, c'est aussi compliqué de devoir gérer cette image. Je pense qu'à mon niveau, pour l'instant, il n'y a pas non plus d'aspect négatif. Enfin, c'est que bénéf d'avoir une exposition médiatique. Mhm. Mais c'est vrai qu'après, quand je l'ai pas mal observé en travaillant pour Gauthieron, c'est vrai que les médias, ça peut des fois être compliqué à gérer mentalement. Et puis, ça peut avoir un impact sur la santé mentale. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Et puis, c'est un peu là-dessus que j'ai tourné le truc. J'ai notamment interviewé André Bikoff pendant presque 2 heures sur aussi la fin de carrière et puis le rapport avec les médias qu'il a eu pendant sa carrière, aussi avec son papa qui était Slava Bikov, donc qui était une star aussi dans le canton. Donc, on a parlé pas mal de trucs justement sur l'impact de sa médiatisation depuis qu'il était tout jeune avec son papa jusqu'à la fin de sa carrière, quoi. Est-ce que tu as pu retenir des enseignements de ce travail pour ta carrière, finalement? Là, je suis un peu en train de les évaluer maintenant, vu que j'ai fini ça vendredi. Oui. Mais en fait, j'avais l'impression... En fait, mon objectif dans la vie, en tout cas avant, c'était d'être journaliste ou commentateur sportif. Ok. Et puis pour ça, je Intéressant. devais faire une formation. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la vidéo, enfin interactive media designer. Mhm. Et puis là-dedans, j'ai découvert un truc que j'adorais, pouvoir raconter des histoires et tout ça. Donc maintenant, Ouais. je sais pas trop où je me vois. Et puis en étant à Gauthieron, des fois, l'image du journaliste, des fois, elle me paraissait un peu, je sais pas comment dire. Moi, j'ai contact avec beaucoup de journalistes qui travaillent là-bas, ils sont hyper cool. Et puis il y a rien contre le métier ou contre les journalistes en eux-mêmes, mais j'ai l'impression que Ils cherchent métier de quand même journaliste, parfois un c'est peu quand des même... problèmes. Voilà, exactement. C'est Ouais. cette image du gars qui vient à la fin de ton match quand t'as pas été performant, puis qui vient te Exact, faire, ouais. entre guillemets, chier pour te poser des questions. Et puis cette image, elle était un peu difficile. Enfin, au début, je l'ai trouvé hyper péjoratif et puis un peu ingrat, j'ai l'impression. Oui. Et puis du coup, c'est pour ça que j'étais un peu moins intéressé. Puis en fait, cet TPA, ça m'a fait un peu recoller avec l'image qu'en fait, les médias traditionnels, en tout cas, sont hyper importants pour la C'est carrière ça, d'un ouais. sportif. Ouais. Elles sont indispensables, et pour le développement des sports et pour le développement Oui. de la culture, parce que le sport a un impact sur la culture et sur tout. Et donc ça m'a fait un peu recoller à l'image où j'ai commencé mon TPA en disant ça va être un peu un truc contre les journalistes, enfin les sportifs contre les Oui. journalistes, tout ça. Pousser ton coup de gueule Voilà. et au final... D'ailleurs, tu vois, les premières phases de développement, c'est presque un peu dans ce sens-là, Ouais. où tu dois toujours donner des arguments pour et contre, mais où c'est un peu dans ce sens-là. Puis la fin, en fait, j'ai essayé d'amener que en fait, c'est indispensable pour la carrière d'un sportif. Et puis du coup, ça, c'est peut-être ça un peu l'enseignement, mais plutôt pour ma vie professionnelle que sportif, de me dire, en fait, c'est quand même un truc indispensable et il y a moyen de faire du journalisme qui fasse pas chier les sportifs, entre guillemets, quoi. Et tu penses que le VTT, il est bien médiatisé en Suisse, et sinon, comment on pourrait le faire mieux? Je pense du moment qu'il est olympique, il est très médiatisé. Mais t'as pas l'impression du coup que c'est que tous les 4 ans qu'on en parle et que le reste du temps c'est un peu trop dans l'ombre? J'ai l'impression quand même qu'on a de la chance. Parce que dans la région, on a 2-3 dont mon cousin Maxime Lhomme, qui lui a aussi fait des Coupes du Monde et tout ça. Donc les médias régionaux en parlent beaucoup. Des fois, on parle, selon moi, de la mauvaise manière. Mais souvent, quand c'est de la mauvaise manière, j'écris aux journalistes et puis on en discute. Et puis j'essaie aussi de faire changer les choses. Ok, intéressant. Vu que je les connais du travail Ouais. et tout ça, il y a pas mal où je vois un article qui est par exemple hyper péjoratif sur une performance, par exemple, de mon frère. Parce que ça me touche particulièrement, parce que c'est mon frère. Mhm. Et puis derrière, je vais en parler aux journalistes, je vais lui dire, mais en fait là, t'es hyper péjoratif, alors que lui, c'est sa meilleure performance de l'année. C'est compliqué pour eux, sans poser de questions, à juger une performance. Et puis Et moi, personne n'est capable de connaître assez bien Voilà. chaque sport Exactement. pour le traiter. Et puis ils ont surtout pas de temps, parce qu'il n'y a pas de budget. C'est ça. Donc ça, c'est un problème. Et puis, mais je leur dis, mais en fait, tous les sportifs, surtout à notre niveau, si un journaliste l'appelle, peu importe quand c'est, il prend le temps, 5 minutes pour répondre aux questions. Puis c'est ça un peu le truc qu'on pourrait faire mieux, je pense, c'est de plus parler aux sportifs, parce que finalement, une performance sans résultat, elle veut rien dire. Et puis elle apporte aussi, à mon avis, rien pour le lecteur. Mhm. Donc c'est plus d'aller dans l'émotion. Mais je pense qu'il essaye de le faire dans ce sens, mais c'est toute une question de budget et de Oui, temps qui est ouais, compliqué. ouais. Et du coup, maintenant, on essaye aussi, nous, avec l'équipe, de faire des rapports, enfin, des communiqués de presse après les courses pour aussi qu'ils aient un peu les backstage, entre guillemets, parce que sinon, t'as le résultat, c'est vrai que des fois, il veut rien dire, quoi. Mhm. C'est un peu ça qui changerait. Mais sinon, au niveau de l'exposition, je pense qu'elle est assez bonne, au niveau général, au niveau national également, parce qu'on a des coureurs qui performent hyper bien. Je pense pas qu'on a à se plaindre, comparé à d'autres sports qui font les mêmes efforts que nous, et puis qui n'ont aucune médiatisation, donc aucun argent dans le sport, Ouais. et qui sont tellement peu développés par rapport à nous. Je pense que nous, on a de la chance. Ouais. Merci beaucoup. J'aime beaucoup parce que tu arrives à avoir la vision des deux côtés. Ouais. Maintenant, on va parler un peu plus de ton sport en soi.
le VTT. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment se déroule une saison? Alors, une saison, elle commence chaque année plus tôt et chaque année plus tard. Elle finit chaque année plus tard. Là, elle va commencer. On a reçu, justement, ils ont changé le système, donc, comme je disais, des Coupes du Monde, qui sont beaucoup plus élitistes. Donc, ils ont créé une Coupe d'Europe pour pouvoir sélectionner en Coupe du Monde. Donc là, les premières, elles vont commencer le 22 février. Donc, c'est hyper tôt. Ça finit en septembre, quoi. Donc, il y a moins en moins de temps entre les deux. Mais en gros, une saison de base, si on vous prend depuis le début de l'année, il y a toute la partie hivernale où on fait de la préparation. Donc, on fait vraiment du fond, des heures d'entraînement et tout ça. Et puis ensuite, il y a les courses. Donc, en Suisse, il y a la Swiss Bike Cup. Donc, c'est ça que j'ai gagné cette année, enfin l'année passée. Et la EKK Bike Revolution. Donc, je sais pas, ça change des fois les sponsors. Donc, peut-être les noms changent. Mais il y a 2 classements en fait, qui se font concurrence maintenant. Donc, il y a beaucoup de courses. Et puis ensuite, il y a un niveau. En fait, toutes les courses sont classées internationalement. Donc, avec celle qui rapporte le plus de points, c'est hors catégorie. Ensuite, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et puis, toutes les courses en Suisse sont classées presque soit catégorie 1, soit hors catégorie. Donc, il y a pas mal de points et de courses en Suisse à faire. Donc, c'est assez intéressant. Donc, il y a ces 2 classements. Puis ensuite, jusqu'à maintenant, donc, il y a la Coupe du Monde où ça, c'est, je crois, 12, peut-être entre 7 et 12 manches, je ne sais pas exactement. Où là, c'est sur tout le continent, justement. Et puis, le but, à mon niveau pour l'instant, c'est de me sélectionner justement pour ces Coupes du Monde, pour pouvoir en faire des Coupes du Monde. Et puis le but ultime, c'est de se sélectionner au championnat du monde et au championnat d'Europe. C'est une course d'un jour. Et puis celui qui gagne, il a le maillot de champion du monde ou de champion d'Europe pour toute l'année. Ça, c'est où c'est le plus difficile à sélectionner. Et puis... donc, tu as parlé de ta préparation. Ça consiste en quoi exactement? Faire du fond, mais c'est quoi? Là, j'ai commencé... Pour prendre un peu l'exemple cette année, parce que jusqu'à maintenant, j'étais entraîné par mon cousin, justement, Léo Lum, depuis genre 2018. Là, j'ai changé d'entraîneur pour essayer aussi de nouveau de passer un palier. Donc là, j'ai fait 2 semaines de pause. D'abord, où je fais rien du tout. J'ai même fait 3 cette année. Où tu touches pas le vélo, tu fais pas de sport. Puis ensuite, là, il y a toute une partie de fond où tu roules un rythme d'endurance. Et puis tu roules entre 15 les plus petites semaines et 25 les plus grosses semaines d'entraînement. Heures, donc. Et puis, pas kilomètres. Non, pas kilomètres. Ce serait trop facile. Et puis, ça. Et puis ensuite, il y a les camps d'entraînement. Il y en a beaucoup qui sont déjà maintenant en décembre. Moi, je pars dès le 2 janvier. Je vais en tout 1 mois en Espagne, mais je rentre entre deux. Donc là où tu fais vraiment des heures aussi entre 20, 25, voire 30 certaines semaines. C'est un endroit en particulier Et là, je vais à Calpe. Donc, c'est pas mal dans le milieu sud. Mais il y a tout le monde qui est là-bas. Énormément c'est un endroit de cyclistes, vraiment pour... Il y a ça, et puis le deuxième, c'est Gérone, où j'ai été les dernières années, où ça, c'est vraiment la ville du cycliste, mais c'est plus au nord, donc c'est aussi plus près d'ici, mais c'est plus au nord, donc il fait un peu plus froid. Donc il y a moins... c'est plus tard dans la saison, genre février. La première Coupe d'Europe, justement, elle est là-bas. Donc à partir de là-bas, il y a... Donc les gens vont s'acclimater là-bas. Exact. Donc là, je vais à Calpe, sinon il y a aussi Majorque, où il y a pas mal, mais là, tu dois prendre l'avion. Bon, là, je prendrai l'avion aussi à Calpe, mais j'essaye toujours de ne pas prendre l'avion pour aller en camp d'entraînement. Mais là, à cette période-là, tu es un peu obligé, à moins d'aller à Gérone, où j'ai été en train les autres années. Mais là, j'avais un pote qui avait un appart là-bas, donc j'ai dit, je prends l'avion, c'est plus simple. Donc ça, il y a Majorque, et puis les îles Canaries, où ça, c'est un peu les 3 destinations où tous les cyclistes vont. Donc ça, c'est les grosses semaines d'entraînement. Puis après, tu passes, tu diminues un peu les heures, tu fais plus d'intervalles. Donc des intervalles entre aller hyper vite, aller moins vite. Tu fais des trucs, des fois c'est 8 minutes, tu redescends. Donc là, c'est des entraînements où tu fais des fois 2 heures et tu fais que dans une montée, et tu montes, tu descends, tu fais tout le temps la même chose. Ça, c'est un peu moins intéressant. Justement, pour ceux qui aiment le vélo, c'est un peu moins intéressant. Comme j'aime la performance, moi, ça me va, j'aime bien. Parce que tu sais que ça va te servir plus tard. Voilà, exactement. Ouais, c'est un peu tout dans cette optique-là. Et puis après, plus tu arrives aux courses, moins tu fais d'heures et plus tu fais d'intensité courte aussi. Après, en milieu de saison, il y a toujours un peu moins de courses, donc tu refais de nouveau de la distance. Tu avais parlé des îles Canaries, etc. Pourquoi ces endroits-là? C'est juste la température? Majorque, de base, c'est la température. Et puis Majorque, t'as pas mal de cols, c'est hyper intéressant. C'est où j'ai été. Île Canaries, j'ai jamais été, mais c'est aussi hyper beau pour faire du vélo de route. T'as aussi moins de touristes à cette époque-là, à ce moment-là de l'année. Donc t'as moins de voitures, c'est hyper bien pour rouler. Puis il y a aussi un aspect assez esthétique alors. Ouais, je pense qu'il y a un aspect esthétique. Dans le vélo de route, si t'as pas l'aspect esthétique, pour moi, je m'amuse pas sur un vélo si c'est pas beau, quoi. On a de la chance, nous, dans notre région, c'est qu'on a une hyper belle région. Mais c'est vrai que si t'habites, je sais pas, dans le nord de la France ou comme ça, d'aller avec le vent, avec la pluie, c'est aussi beau. J'étais en Belgique, mon frère, comme il fait le cyclocross, il y a vraiment une période en décembre où il y a des courses tous les jours. Là, il est maintenant ce week-end, il court demain et après-demain. Et puis, il y a vraiment
presque tous les jours entre Noël et Nouvel An. Là. Donc souvent, on va là-bas. Nos Noëls, on les fait souvent en Belgique. Et là, moi, je dois m'entraîner, je dois faire de la distance. Mais en Belgique, il n'y a que du vent, de la pluie. Et c'est vraiment chiant, quoi. Ok. Donc c'est vrai que nous, on a de la chance ici. C'est qu'on est assez vite dans l'école, si on veut faire des écoles en vélo de route. Et puis, on a les lacs. Enfin, là, on a le lac. Enfin, c'est hyper beau aujourd'hui, tu vois. Donc, on a de la chance. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a ce côté esthétique. Puis après, il y a ce côté... de toute façon, tu es obligé de partir au chaud. Sinon, tu peux pas faire les heures que tu dois faire. Oui. À moins que les Norvégiens, ils font chez eux parce qu'ils sont fous, mais... On n'est pas norvégien. Il y a certaines... ouais, voilà. Ouais, sinon, tu es obligé de partir au chaud. Puis après, je pense qu'il y a ce truc de... Vu que tout le monde va là-bas, tout le monde va là-bas. Enfin, c'est connu pour le cyclisme. Donc, il y a aussi des tours qui sont faits. Tu vois, tu trouves plus facilement sur Internet des tours. Et puis, je pense que c'est comme ça aussi que... Puis, il y a la mer, quoi. Et puis, quand tu vas là-bas, tu prends 3 vélos, 2 vélos, tu prends... Ben, là, si tu prends l'avion, tu essaies d'en prendre qu'un. Parce que sinon, c'est compliqué. Donc... vu que de toute façon, le but, c'est de faire de la distance, tu prends que le vélo de route, normalement. Oui. Après, là, je risque de prendre le gravel, où c'est, en fait, j'ai le même vélo et je change juste les pneus. Donc, je sais pas si vous savez le gravel, vous connaissez. C'est un peu... c'est vélo de route, mais tu as des pneus un peu avec des crampons. D'accord. Et puis, tu fais... C'est un peu un hybride, quoi. Ouais, voilà. Et puis, c'est genre... Le truc le plus cool à faire, c'est genre des chemins en gravier, quoi, comme dans une forêt. Ouais. Et puis, ça se fait pas mal au Danemark ou en Suède, ou comme ça, où c'est vraiment hyper développé là-bas, le gravel, donc. Et puis ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est un peu le truc de tu pars à l'entraînement, bah, tu réfléchis pas où tu vas, tu fais ton tour et puis tu essaies de découvrir des nouveaux chemins et tout ça. J'ai commencé à faire ça il y a 2 ans et puis j'ai fait des entraînements de 2 heures autour de la maison, enfin autour de chez moi dans les forêts, des chemins que j'avais jamais fait. Parce qu'en VTT ça te paraît trop long et trop chiant, puis en route tu peux pas aller vu que c'est des cailloux. Donc c'est un truc plus découverte et vraiment cool. Donc là j'ai le même vélo parce que c'est les mêmes... Enfin, pas tout à fait le même cadre, mais tu peux avoir le même cadre pour les 2 vélos. Ça te perturbe pas trop dans les sensations quand tu dois reprendre le VTT après? Non, parce que t'es quand même, les premiers entraînements de VTT, t'as l'impression d'être trop bas, enfin bizarre un peu. Okay. Mais après, on a toujours fait les 2 sports en entraînement et en compétition. Donc, c'est comme quand tu remets les skis après toute la saison à attendre, quoi. Okay. C'est comme les skieurs, s'ils mettent des skis de slalom ou de géant, il voit une petite différence, mais... Je sais même pas s'il y a une différence entre slalom et géant, mais entre géant et descente en tout cas. Et est-ce que tu fais aussi une préparation mentale? Ouais, là j'ai commencé cette année d'avoir un coach mental, donc. Okay. Parce que j'ai toujours eu l'impression, dans la vie, je sais un peu où je veux aller, enfin, je suis assez sûr de moi et tout ça, donc j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas besoin de cet aspect mental. Puis en fait, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose à aller développer et il y a quelque chose à faire mieux. Il y a une plus-value. Et voilà, exact. Donc là, depuis cette année, je vais une fois toutes les 3 semaines chez un coach et puis on essaie de mettre en place. Et puis en fait, je remarque qu'il m'aide beaucoup sur la gestion finalement de ma vie parce que vu que j'ai beaucoup de choses, des fois il y a des moments où je suis paniqué et là maintenant j'essaie d'un peu d'avoir ça stable et puis surtout de gérer mes émotions parce que comme je fais un peu tout rapidement, genre m'énerver, typiquement avec mes parents, je pars très vite à des kilomètres, mais je reviens aussi 2 minutes après et chill et je repars normal. Mais c'est vrai que quand ça s'énerve vite et je suis un peu trop dans l'intensité, donc l'idée c'est d'avoir tout ce développement et puis aussi de pas perdre l'énergie à s'énerver ou à être stressé comme ça, c'est d'essayer de lisser un peu les émotions. Presque un psy du coup. C'est un peu, c'est presque ça, ouais. Mais c'est vraiment basé dans l'idée de performer, quoi. Ouais, ok. Et puis il dit souvent, c'est que, je sais plus comment il dit, mais le psy regarde le passé, donc regarde ton vécu et essaye de comprendre pourquoi tu es comme ça avec le vécu. Puis lui, il regarde le futur. Il se dit comment on va faire pour changer les choses. C'est ça la plus grosse différence que lui m'a dit. Et puis que j'ai l'impression que c'est assez juste. Ouais. Et ça t'aide en course aussi? Pour l'instant, j'ai pas eu de course depuis que j'ai commencé. Ok, ouais. Donc non, mais après, j'ai pas mal. Justement, moi, mon plus gros souci, je pense, c'est la concentration. Et puis... un hyperactif. Un peu. Ouais, je pense que je dois être un peu hyperactif. Et puis... sur la concentration, il y a pas mal de trucs où des fois, pendant une course, d'un coup, je perds la concentration. Puis il y a un demi-tour où je vais être un peu ailleurs. Dans une discipline comme le VTT où tu as toujours besoin d'être à fond, si tu perds un demi-tour à faire n'importe quoi, tu as perdu 15 places, surtout en Coupe du Monde, tu vois, où tout le monde a le même niveau. Et du coup, ça, c'est des trucs à gérer aussi. Par exemple, il y a beaucoup d'athlètes qui sont dans leur bulle avant la course. Moi, je peux parler avec n'importe qui encore sur la ligne de départ d'une Coupe du Monde, quoi. J'ai pas ce truc j'ai pas cette pression qui me fait me concentrer. Et puis ça, je devrais avoir un peu plus pour justement être concentré sur ce que je fais et puis savoir où je suis et puis ce que je veux atteindre, quoi. On va parler de la suite maintenant qui t'attend. Mais avant, j'aimerais quand même parler. Tu nous as amené un maillot. Ouais. Qui est ton maillot de ta coupe gagnée en 2024. Est-ce que tu peux m'expliquer? Exact. Du coup, un de ces 2 classements que je disais avant, oui. Donc ça, c'est la Swiss Bike Cup.
Donc c'est 7 manches. Et puis de ces manches, il y a un classement général. Et puis j'ai gagné cette année. Donc ça ne veut pas dire que je suis le meilleur Suisse, mais il y en a pas mal, justement, soit qui ont un meilleur niveau et puis qui vont faire des fois des Coupes du Monde ou qui sélectionnent un peu plus les courses et qui ne sont pas là. Mais au final, c'est quand même moi qui ai eu le plus de points cette année. Donc j'ai quand même gagné la coupe. Et puis je pense que c'est assez important aussi au niveau des sponsors et tout ça, de dire que tu as gagné la Coupe Suisse. Peu importe comment ça s'est passé, tu l'as gagné. Donc c'est hyper cool. Et puis c'est motivant. Voilà. Ça représente un grand accomplissement pour toi? Pas un grand accomplissement, mais ça montre un peu que ça va dans le bon sens et puis que je fais les choses justes. Okay. Après, je fais même pas les yeux face au truc que justement, il y avait pas mal qui n'ont pas fait toutes les courses et c'est pour ça que j'ai gagné. Je m'imagine pas avoir été le meilleur. Enfin, j'ai pas gagné de course non plus dans la saison. Donc, j'ai été le plus constant et le plus présent, on va dire. Mais donc, c'est pas un truc comme je me dis, waouh, j'ai réussi à faire ça. Mais c'est plus, je suis dans le bon sens et puis on peut aller. Le but, c'est de commencer la collection et d'avoir ces 2025, 2026, etc. Et puis c'est d'Europe et du monde aussi. Pas seulement Suisse. C'était d'ailleurs la prochaine question. Les objectifs pour la prochaine saison et pour les prochaines saisons. Là, je suis en U23, donc c'est une catégorie donc, de 4 ans. Et je vais commencer la 3e année. Donc ça veut dire que je suis encore... Enfin, maintenant, je passe dans les vieux, mais j'étais jusqu'à maintenant dans les jeunes de la catégorie. Et puis là, il y a un gros événement dont tout le monde parle, c'est les championnats du monde à Crans-Montana en 2025, donc à la maison. Où ça, j'ai toujours dit les dernières années que ça allait être un truc, si je suis sélectionné, je continue, et si je suis pas sélectionné, j'arrête. D'accord. Finalement, maintenant, quand je réfléchis, c'est un peu peut-être trop radical parce que je vais finir mon apprentissage en juin, puis c'est en septembre. Donc, je verrai pas non plus ce que j'ai pu changer en 2 mois où je travaille moins. Donc l'idée, c'est pas que ce soit autant radical, mais c'est clairement d'y aller. Et puis de bosser cet hiver pour pouvoir avoir le niveau d'y aller, parce que si je prends le niveau de l'année passée, il n'y a aucune chance que je sois sélectionné. D'accord. Parce que ça va être... ils vont prendre les meilleurs, enfin, ils prennent les 3-4 meilleurs. Donc il y a du boulot à faire, mais je pense que c'est faisable cette année. Ça va être un objectif très dur à atteindre. La saison, elle est là-dessus. Donc pour l'instant, c'est la seule échéance. J'ai pas d'objectif non plus à long terme. Enfin, de réussir dans le vélo, bien sûr, mais pour l'instant, c'est tout focalisé là-dessus. Et toutes les courses de cette année, elles vont être sélectionnées pour réussir à être sélectionnées là-bas. Il n'y a pas d'autre objectif. Donc, monter en puissance jusqu'à cette date, quoi. Ouais, voilà. Le problème, c'est que pour ceux qui sont sûrs d'être sélectionnés, ils préparent cette course. Mais moi, je dois préparer les courses d'avant pour être sélectionné à celle-ci. Donc, c'est assez compliqué. On attend de savoir quelles courses vont être sélectives et tout ça. Puis là, l'objectif le plus court, c'est d'aller en Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que je dois faire des assez bons résultats en Coupe d'Europe pour pouvoir faire des Coupes du Monde, pour ensuite se sélectionner au Championnat du Monde. Je sais pas comment ils vont faire les sélections. On n'a pas encore trop d'infos vu que le système a un peu tout changé. Mais ouais, il n'y a qu'un objectif, c'est d'aller là-bas, quoi. Les JO, tu penses un peu ou ça semble trop loin? Justement, l'agence, donc ils font de la production dans laquelle je travaille. Ils ont fait un film sur les Fribourgeois qui avaient été au JO. Justement, qui disent que c'est leur rêve et tout ça. Puis j'ai dit, mais en fait, moi, le truc de olympique, je l'ai pas vraiment, ce rêve de absolument je veux participer aux Jeux Olympiques. D'accord. Je suis plus en mode je préférais faire une saison de Coupe du Monde où je suis tout le temps dans le top 10 et que je fais partie des meilleurs du monde, et puis que je peux aussi avoir cette image pas de star, mais cette image de personne reconnue dans le sport. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Mais les Jeux Olympiques font bien sûr partie du lot, et puis ce serait où d'y aller, mais à choix, j'avais pas... je préfère marcher dans le vélo que marcher une saison à les Jeux Olympiques. De toute façon, si tu marches qu'une saison, tu vas pas aux JO. Mais je veux dire, j'ai pas ce truc de je fais tout pour aller une fois aux Jeux Olympiques. Je fais tout pour réussir dans le sport, et puis pour pas me prouver à moi-même, mais juste pour réussir tous les efforts que j'ai fait jusqu'à maintenant, de voir que j'ai réussi. Mais je pense pas que le jour où je suis aux JO, je dis c'est bon, j'ai fini, j'ai accompli tout ce que j'avais. Donc non, j'ai pas ce truc de JO. Après, du coup, vu que je me suis pas mal posé la question de ça, mais j'ai aussi un peu développé ce truc de maintenant, quand même, je rêve un peu des JO. Oui. Mais à voir. T'as encore un peu le temps. Clairement. Et au niveau collectif, avec l'équipe cette saison, c'est de pouvoir justement avoir cette structure. On a un staff un peu plus professionnel. Donc c'est aussi d'offrir des emplois, c'est cool, je trouve, de se dire qu'on offre un job d'étudiant et tout ça. Donc c'est un peu de réussir là-dedans, puis d'avoir les athlètes qu'on a, de les voir réussir, quoi. Mais après, c'est vrai que les objectifs, ils sont très personnels. Après, le but de la structure, c'est de pouvoir offrir le mieux à chacun, mais on n'a pas d'objectif de résultat en termes de la structure, quoi. C'est plus sur les prochains athlètes, de pouvoir avoir chaque fois des athlètes de plus en plus forts, soit en développant ceux qui sont chez nous, soit en ayant des nouvelles pépites jeunes qu'on peut développer.
Mais on n'a pas d'objectif de résultat. Écoute, merci beaucoup. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on le fait? Sur Instagram, c'est aussi le plus actif. Ouais, on mettra tout ça dans la description. Parfait, très bien. Et puis sinon, le sud de l'équipe aussi. Je pense que je fais que sur Instagram. Ça marche. On mettra tout de toute façon. Ouais, parfait, très bien. Écoute, on te souhaite tout de bon pour la prochaine saison. Plein de succès. S'il y a des autres athlètes qui souhaiteraient participer au podcast comme Julien, vous pouvez nous contacter. L'adresse email, elle est dans la description. Pour nos auditeurs et viewers, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube et Apple Podcast. On remercie la régie. On remercie Maxime. Merci à On toi. remercie Alcilento, le restaurant à Montreux, pour son aide précieuse. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt.